Organisé par le Collège Antique, le prix BD des collégiens est un prix décerné à un auteur ou une autrice par des personnes étudiantes participant à des cercles de lecture qui sont formés au sein de plusieurs cégeps. Ce prix vise à faire la promotion de la bande dessinée canadienne actuelle auprès des communautés étudiantes, à encourager la lecture et l'exercice du jugement critique, en plus de souligner la qualité d'une bande dessinée et le travail des artistes qui en ont fait la conception. Chaque année, 5 bandes dessinées sont sélectionnées par un jury selon les critères suivants. Les BD doivent être publiées en français, les traductions sont acceptées, là où les personnes autrices doivent être canadiennes, les BD doivent être publiées entre le 1er octobre de l'année précédente et le 30 septembre de l'année en cours, elles doivent s'adresser à un public adulte et elles doivent accorder une égale importance au texte et au dessin en intégrant ces deux composantes. Le 7e prix BD des collégiens est remis à La Méduse de Boom. Boum, bonjour, ça va bien? Allô? Oui, merci beaucoup. Oui. Félicitations en passant pour le prix BD des collégiens que tu as remporté cette année, pour la 7e année. On parlait un peu hors d'onde que tu semblais être surprise de remporter ce prix-là. Ben oui, là, moi, je trouvais que j'étais contre des grosses pointures, là, puis tu sais, des pointures auxquelles je n'étais pas habituée de faire face, admettons, c'est comme celui de Kate Beaton qui avait, en anglais, tout gagné. Tu sais, même Barack Obama avait dit lecture de l'année. Ce livre-là avait tout remporté. Fait que là, quand j'ai vu que j'étais en nomination contre Kate Beaton, je me suis dit, bon, ben celle-là, c'est réglé. C'est sûr que je gagne pas. Fait que très agréablement malgré surprise. tout, j'ai fait mes petites recherches, puis j'ai vu quand même que La Méduse a remporté déjà des prix. Tu as remporté Grand Prix BD Québec et le prix ACBD Québec avec La Méduse. Oui, puis le prix BD de Trois-Rivières, du Salon du livre de Trois-Rivières. De Trois-Rivières. Puis j'ai été dans nomination au BD-Lys à Montréal. OK. Puis je suis en finaliste au prix des libraires. Non. Fait que c'est passé beaucoup d'affaires, puis ben, je suis très, très surprise de ça. Tu sais, quand tu fais un livre, surtout quand ça prend plusieurs années, que tu as le nez dedans tout ce temps-là, on était comme plus de recul, puis tu sais plus vraiment si c'est bon. Oui, c'est ça. Puis là, quand tu le finis, tu es un peu d'habitude tanné de ton projet, puis tu sais, on dirait que quand tu commences un projet, c'est vraiment une bonne idée parce que là, tu as envie de le faire, mais au fur et à mesure que tu travailles, plus tu doutes. Ouais. Puis là, quand j'ai fini ce livre-là, j'étais vraiment dans la passe de finalement, je suis pas sûre de ma shot pantoute. Ouais. Okay. Puis, fait que le succès qu'il y a eu, puis les prix qu'il a gagnés, moi, j'étais vraiment surprise. Ouais. Puis là, tu sais, à chaque fois, j'en recevais un, j'étais comme, ah, voyons donc comment ça, hein? Ouais. Puis, c'est intéressant aussi parce que les gens me découvrent beaucoup grâce à ce livre-là. Tu sais, je suis allée en France 2 fois, puis il a bien vendu en France aussi, il a fait le tour pas mal. Puis là, les gens viennent me voir pour une dédicace, puis ils me disent « Alors, c'est votre premier album? » Je dis « Non, c'est mon 16e, madame. » Fait que je trouve que c'est comme un glitch dans la matrice. Il s'est passé quelque chose, là, puis je sais pas pourquoi lui particulièrement, mais ça me touche beaucoup. Le sujet, évidemment, que dans le fond, ça touche un peu la santé oculaire, que tu t'en caches pas non plus, que c'était inspiré un peu de toi, de ce côté-là. Mais ce que je trouvais aussi intéressant dans ce livre-là, c'est aussi les changements radicaux qui viennent tout chambouler dans sa vie, comme au personnage principal. Vraiment, moi, ça a été un coup de cœur vraiment pour cette année. Puis je pense que je suis pas le seul non plus, évidemment. Mais c'est ça, parce que toi, tu as étudié en animation. Oui, en dessin animé. Okay. J'étais au Cégep du Vieux-Montréal il y a de cela longtemps. Mais j'ai fait ensuite le bac en animation à Concordia. J'ai travaillé en dessin animé pendant quelques années. J'ai commencé la bande dessinée un peu... sur le tard. Sur le tard. J'en ai fait toute ma vie, par contre. Je faisais de la BD dans mon journal étudiant quand j'étais en 5e ou 6e année. Déjà, j'avais quand même un parcours assez cohérent. On savait où est-ce qu'on s'en allait. Oui, ben c'était sûr que je faisais du dessin puis que je racontais des histoires. Dans le fond, c'était ça que j'aimais. Je me suis rendu compte avec le temps que c'était ça que je voulais faire. Puis bon, la tangente de dessin animé, ça m'a quand même été très utile. Un de mes points forts en dessin animé, ben, ça étonnera personne, c'était le storyboard, qui est comme la partie BD du film avant qu'il soit animé. Oui, c'est ça. Puis, fait que là, je me sentais tout à fait chez moi quand j'ai commencé à faire de la BD.
c'est un peu arrivé d'une drôle de manière, là, c'est que j'ai eu des enfants. Puis pendant que j'étais enceinte, j'étais travailleuse autonome en animation, mais la pige en anime, c'est toujours rush. Ouais. C'est tout le temps des affaires comme « Hey, j'en ai besoin pour la semaine prochaine, peux-tu faire ça? » Puis moi, ben, j'étais super malade. Puis après ça, j'avais un nouveau-né. Fait que non, je pouvais pas. C'était compliqué aussi, à faire des rendements. Mais à ce moment-là, j'avais déjà commencé à faire un petit peu de BD. Je faisais un webcomic qui s'appelait Boomerie, que je mettais à jour tous les lundis, mercredis, vendredis. Puis j'ai fait ça pendant des années, des années. Fait que pendant tout ce qui était comme le congé parental, j'ai eu 2 enfants, j'ai continué de faire cette BD-là. Puis quand j'ai finalement recommencé à avoir un horaire qui avait plus d'allure pour travailler, disons, ben là, j'avais fait de la BD, puis j'avais goûté à la BD, puis l'anime me manquait pas. Puis je pense que la BD, l'anime, il cochait le même genre de cases dans mon que le scénario, dans ma liste. Là, oui, c'est ça. Puis je pense que dans ma vie de parent, travailleuse, autonome et tout ça, la BD, ça s'insérait un petit peu plus facilement. Pas que la BD, c'est facile, mais je pense qu'il y a plus d'argent qui est brassé dans le monde d'anime. Si je veux faire un film toute seule, je pourrais quand même pas faire de la musique, puis même le son, le mix. S'il y a des acteurs, ça implique les subventions, payer. Il y a beaucoup de choses à aller chercher. Les webcomics, c'est un peu comme ça que la plupart, on dirait, au Québec, se partent. Est-ce que c'est une belle façon de se faire voir facilement? Maintenant, oui. C'était pas comme ça à l'époque, là. Maintenant, je pense que d'avoir une présence sur le web, c'est assez indispensable. Ouais. Puis, il fut un temps où, mettons, si tu mettais un webcomic en ligne, là, je te parle il y a longtemps, là, les éditeurs ils disaient « Non, c'est en ligne, c'est gratuit, tout le monde l'a lu, je te publie pas. » Tandis que maintenant, c'est l'inverse. C'est plus comme « Ah, t'as fait tes preuves, t'as un lectorat, t'as du monde qui t'aime, viens-t'en. » On va prendre ton intégrale, puis on va sortir un livre. Ça arrive beaucoup, ça. J'ai plein d'exemples. Hiver nucléaire de Cab, c'était un webcomic. Glorieux printemps de Sophie Bédard chez Papa, c'était un webcomic. Il y en a beaucoup là, que c'est comme ça. Fait que moi, je pense que d'être présent, c'est sûr, sur les réseaux sociaux, ça demande beaucoup de temps, puis c'est pas tout le temps le fun. Ouais. Gros minimum, avoir un portfolio, puis un site où on met de la BD. D'être actif aussi. D'être actif, oui, parce que c'est beau sortir une planche par-ci, par-là, mais on se fait vite oublier sur la mer qu'est les réseaux sociaux. Oui. Là, fait que c'est pour ça que c'est la constance aussi, je pense, qui fait que... Bien, ça m'a beaucoup aidé. Le fait que j'avais un horaire que je respectais aussi, tous les lundis, mercredis, vendredis. Fait que pendant 9 ans, les gens pouvaient venir sur mon site web puis venir lire une nouvelle BD à chaque fois. Puis la régularité, bien, ça fait que les gens revenaient. Puis après ça, qui se rappelaient de moi. C'est sûr que si j'avais arrêté ou que j'avais pas été très fiable, je pense que ça serait... ça serait éteint plus. Oui, ça se serait éteint. Puis je pense que passer un certain stade dans la carrière, on peut se permettre de faire comme, OK, là, j'ai fait mes preuves, je pense que je peux arrêter de mettre des BD. Je peux prendre un petit recul là-dessus, puis plus travailler sur un livre un peu comme Méduse. Méduse n'a pas été diffusé en webcomic, c'est ça. Fait que plus prendre le temps pour celui-là. Il a pris combien de temps à faire? Je l'ai commencé en 2019. Je l'ai fini en 2022. Mais c'était pas à temps plein, pas la première année, en tout cas. J'ai signé avec Papa au début 2021, février 2021. Puis c'est à partir de ce moment-là que là, je m'y suis mise plus sérieusement à temps plein. Il y avait déjà quelque chose de commencé. Oui, j'avais fait peut-être le tiers du découpage, donc du storyboard, dépendamment de la personne qui connaît le langage de la BD. Donc, c'est une version moche de la BD, quasiment bonhomme allumette. Parce que mon éditeur, je sais pas, il ne tripe pas trop sur les scénarios. Je pense qu'il sent qu'il ne peut pas nous aider, tandis que visuellement, il comprend un peu mieux les enjeux, puis il peut s'attarder plus longtemps à chaque page. « Ah, ça marche cette case-là, si tu ajoutes une page ou deux. » Fait que là, j'ai présenté une partie du découpage. Puis, moi, il m'est arrivé une malchance, par contre, quand j'ai signé avec Papa. Ça n'a pas rapport avec Papa. J'ai signé avec Papa. J'avais déjà écrit toute l'histoire. Puis, je pense que 2 semaines après, ça avait l'air d'être arrangé avec le gars des vues, j'ai perdu mon œil droit. Donc, j'avais toutes sortes de maladies dans mon œil depuis des années, 2007. Depuis 2007, je pense. Puis là, en 2021, j'ai fait une inflammation du nerf optique. Donc, je suis devenue aveugle de mon œil droit. Puis, j'étais pas surprise, j'étais pas comme en petite boule dans mon lit, c'était vraiment comme, bon, une autre affaire. Puis quand j'étais allée à l'hôpital, puis que les gens me demandaient, « Oui, bonjour, alors, qu'est-ce que vous faites dans la vie? » Parce que c'est sûr, s'il me manque un œil, il faut qu'il commence à avoir
vers quoi je m'en allais. Ouais, ouais. Puis là, je leur disais, je suis en train de faire une BD sur la perte de vision. Puis ils me regardaient comme... C'est un gag. D'où elle sort, ouais, elle niaise-tu? Ouais, c'est- Puis moi, je prenais des notes, en fait, puis j'ai pris des photos. Puis j'ai Surtout, demandé au médecin, je peux prendre des photos références. Je suis retournée dans mon découpage, dans mon scénario. J'ai changé Fait des plusieurs scènes, modifications. j'ai fait des modifications. OK. Puis là, ben toute cette saga-là d'hôpital, j'ai été à l'hôpital longtemps. Je n'étais pas hospitalisée, mais j'allais là tous les jours Sur, presque. OK. Pour essayer de sauver mon œil, puis ils n'ont pas réussi. Ouais. J'ai pris toutes sortes de médicaments, j'ai fait toutes sortes de scans, puis d'examens. Puis... Mais l'histoire de l'œil pour la bande dessinée a été fait avant qu'on vous diagnostique ça? C'était-tu en lien vraiment avec ton histoire à toi, un peu, l'inspiration, ou ça a été comme Oui. monté un peu avant, puis par Non, malchance, c'est c'était en arrivé lien quelque avec chose? moi. OK. C'est parti, en fait. Il y a beaucoup de gens qui pensent que je me suis inspirée de L'écume des jours de Boris Vian, OK. parce que j'ai déjà signifié mon intérêt pour l'œuvre de Boris Vian dans un autre livre que j'ai fait en 2012, La Petite Révolution. Puis pas que j'aime pas Boris Vian maintenant, mais ça n'a pas rapport cette fois-ci. C'est que quand j'ai commencé à avoir des problèmes d'yeux en 2007, ce qui est arrivé, c'est que j'avais des corps flottants dans mon œil droit. Des corps flottants, c'est comme des petites taches grises translucides que presque tout le monde finit par avoir dans sa vie. Mais d'habitude, c'est super bénin. T'en as un, deux, puis éventuellement, je pense que si j'ai bien compris le jargon médical, ça finit par... C'est comme des cellules qui sont en suspens dans la gélatine de l'œil, mais éventuellement, ils se posent au fond de l'œil. Après ça, on les voit plus jusqu'à temps qu'on en ait d'autres. Et moi, j'en avais des milliers, tout en même temps, qui faisaient comme un gros blob au centre de ma vision. Puis ça bougeait comme une méduse. OK. Fait que, tu sais, si je regardais à droite, le blob au centre de ma vision, il se déplaçait vers la droite aussi, mais avec un délai. Fait que là, je regardais à droite, puis il allait prendre sa place. Comme s'il t'avait vu. Il se promenait dans mon œil, puis il se promenait comme une méduse. Puis j'avais pas eu de diagnostic officiel à ce moment-là. Les ophtalmologistes étaient comme... Tu as sûrement eu une inflammation, je sais pas c'est quoi. Fait comme j'avais pas de nom de maladie, ben, j'appelais ça ma méduse. J'ai une méduse dans l'œil. Puis c'est avec le temps que je me suis dit, je pourrais probablement écrire une histoire d'un personnage qui est comme littéralement une méduse dans l'œil. Ouais, c'est ça. Ça a failli être un court-métrage en 2010. OK, c'était déjà... c'était déjà enclenché, l'histoire, en 2010. Ouais. J'avais participé à un concours de l'Office national du film du Canada qui s'appelait Cinéaste recherché. Puis j'avais envoyé un pitch pour un film de 5 minutes. Là, on passe pas la même game. Là. Non. D'un film qui s'appelait La Méduse. Puis c'était la même affaire. C'était un personnage qui a une méduse dans l'œil, qui consulte, qui comprend que comme les médecins sont un peu comme... On sait pas c'est on quoi. sait plus trop. Puis ça finit qu'elle a 2 méduses, mais qu'elle accepte à la fin, elle est heureuse, elle sourit. Puis c'était juste ça. Puis j'ai été finaliste. Il y avait 3 finalistes. Mais j'ai pas gagné. Fait que j'ai remis ça dans un de mes tiroirs. Est-ce que c'est quelque chose qui te manque, les courts-métrages? Je vois que tu en as fait 3 officiels. J'en ai fait, c'est tous des courts-métrages étudiants. Parce que j'ai été aux études longtemps, fait que j'ai eu toutes sortes OK. Est-ce que c'est quelque chose que tu voudrais peut-être, ou adapter peut-être même la méduse? Non. Vu que c'était un projet peut-être que tu avais l'intention de faire, mais là, vu que tu as écrit la méduse, peut-être que ça pourrait se merger. Ça pourrait. Honnêtement, je suis pas mal sûre que ça ferait un meilleur film en prise de vue réelle qu'une animation. La méduse, en tout cas, si tu veux vraiment raconter l'histoire du livre. Justement, le livre, j'avais un plus gros terrain de jeu. Le film, c'était 5 minutes à peu près. Puis le livre fait 220 pages. Fait que j'ai un petit peu étoffé... j'ai rendu les personnages plus attachants et plus complexes. Ben, dans le film, il y avait un personnage, puis j'en ai mis un peu plus. Ce que j'essaie de dire, bref, c'est que le livre est meilleur que le film aurait été. Fait que c'est bien que je n'ai pas gagné. Ben là, justement, La Méduse a été traduit tout récemment de Jellyfish, qui est littéralement la méduse en anglais. Oui, et également chez Pow Pow, mais leur branche anglaise. La branche anglaise. Oui. Puis, c'est... La bande dessinée est aussi exportée en France, c'est ça? Oui, le Pow Pow, ils distribuent leurs livres en Europe. C'est pas juste la France, Belgique, Suisse. Dans le fond, Europe francophone. Europe francophone. Puis en anglais, je pense que c'est pas mal partout. Le Canada international. Ah non, pas juste Canada. Canada, États-Unis, Angleterre, Australie. Je pense que c'est assez... L'anglophonie au complet. Oui. Fait que c'est assez vaste. Fait que je suis un peu... Qu'est-ce qui va se passer? C'est gros. Mais
là, ça t'oblige à aller voyager pour justement présenter ou faire Ben, m'oblige. Je pourrais dire non, là. Non, mais Mettons, parce moi, ça qu'on me veut... tente. Ouais, c'est ça. Là, c'est sûr que les voyages, c'est intéressant, mais je veux dire, pour aller promouvoir au moins ton livre à l'international. Oui, bien là, je fais plus Canada. Là, je m'en vais à Toronto dans 2 jours. OK. La semaine prochaine, je m'en vais à Vancouver. Puis après ça, c'est le FBDM. Ouais. C'est le mois de mai. Mon mois de mai est bien rempli. Et booké, là. Puis après ça, je vais aller aux États-Unis un petit peu OK. pour aller faire la promotion du livre, mais pas tout de suite. Je pense que j'ai rien en juin. Ça va être... Ça va me Des faire du bonnes bien. vacances bien méritées. La BD au Québec, c'est plus gros maintenant que ce que c'était même il y a 13 ans. Mais dès que tu fais ça moindrement sérieusement, puis que tu commences à aller dans un festival, puis à propager un peu ton travail, là, c'est pas long, là, la communauté de BD, on se parle, là, fait que tout le monde va savoir t'es qui, tu sais. Fait que, genre, 2 mois, tout le monde savait j'étais qui, fait que c'était... Je le remarque, puis c'est ça que je dis aussi aux débutants, aux nouveaux, aux gens de la relève. Je suis comme, tu veux te faire connaître, fais-le sérieusement, puis ça sera pas long. Tu vas partout où tu peux le faire, où tu peux aller pour promouvoir ton travail. Puis ça, à la limite, Exposine, ça coûte pas très cher avoir une table là. Puis là, t'arrives là avec tes petits zines, puis ça vend au bout, parce que c'est ça qui vend le plus à Exposine. Plus ton livre est gros en couleur puis cartonné, moins il vend. Ah ouais? OK. Plus il a l'air rare, par contre. S'il est broché, puis tu sais qu'il y a comme 15 copies, ça part tout de suite. Ça va tout partir, la rareté. L'offre et la demande. Au Québec, on a un style aussi. On a un humour. On garantit qu'on a un style. On a un style différent d'ailleurs. C'est ce qui est intéressant aussi. Je te garantis que la BD québécoise en général, mettons, peut-être plus adulte, parce que jeunesse, ça se rejoint quand même un peu plus, mais l'adulte, ça a quand même un look assez unique. Je pense que c'est dû à toutes les influences qu'on avait, toutes les BD qu'on lisait quand on était plus jeune. Quand on était jeune, il y avait moins de BD québécoises. Il y en avait, mais ils étaient super underground ou bien ils s'exportaient. Tu n'avais pas le choix parce qu'il n'y avait pas de maison d'édition qui publiait de la BD ici. C'est ça. Fait qu'on lisait du franco-belge, puis on lisait aussi des comics américains. Puis comme on parle français, on a aussi la culture un peu de l'Europe, mais on est canadien. On est très américanisé en même temps. Très américanisé, donc... fait que ça donne une espèce de gros mash-up super intéressant. Mais je m'en suis rendu compte quand j'ai conçu, dans le fond, la Méduse. Je savais que je voulais envoyer ça chez Papa. OK. Mais je voulais aussi, c'est un peu drôle ce que je dis là, parce que ça arrive anyway, mais en 2019, je m'étais dit, hey, je vais essayer de percer aux États-Unis. Mais pour percer aux États-Unis, c'est super difficile de faire ça si tu n'as pas d'agent littéraire. OK. Mais un agent littéraire, tu ne peux pas juste faire, allô, voici mon portfolio. Il faut que tu lui pitches comme à un éditeur. Il faut que tu arrives avec un projet qui n'est pas publié, pas une traduction, là, vraiment quelque chose de nouveau. Puis là, j'en avais un. J'avais fait La Méduse. Je m'étais dit, bon. Je vais m'essayer. Je vais m'essayer aux États-Unis, puis je vais leur dire version française, c'est pas bon. Absolument. Puis, en plus, c'est super long, là, les délais de réponse des agents littéraires. C'est 3-4 mois à chaque fois. Puis je me suis fait refuser. Puis je me suis rendu compte que c'est parce que je n'étais pas tout à fait dans le moule, surtout américain. Tu sais, il y a de la cigarette. Il y a 2 filles tout nues. Il ne se passe absolument rien. Zéro. Mais ils sont tout nus. Il y a de l'alcool. Ils sont plus puritains. Fragile. Il y a aussi que, je pense qu'ils mettent ça dans la catégorie YA, beaucoup Young Adult. Okay. Young Adult, en anglais, aux États-Unis, c'est pas vraiment Young Adult, c'est plus comme vieil ado. OK. Fait comme c'est des mineurs, tout ce qui est cigarettes, alcool, sexe, c'est assez tough, à moins d'être assez... Il y en a, là, ça existe, mais je pense qu'il faut que tu aies comme, établi ton travail soit connu avant de commencer à faire ce move-là. Moi, j'étais une parfaite inconnue, fait qu'il n'y a personne qui m'a pris. Fait que, après 1 an de gossage, j'ai quand même retravaillé le scénario entre-temps. Puis après 1 an de gossage, j'ai fait que, tant pis, je vais pitcher ça à Papa. Puis là, Papa m'a dit oui, puis là, mon livre sort en anglais aux États-Unis. Mais c'est ça, mais quand tu as proposé à Papa, tu t'es dit, la version française de ma BD va être Papa. Mais Papa avait déjà sa branche anglaise. Ouais, c'était pas dans l'idée de déjà pitcher avec eux en anglais d'abord? Non, c'est pas comme ça que Papa marche. De toute façon, la branche anglaise a eu une couple de soubresauts. La pandémie, ça leur a fait très mal parce que tous leurs livres anglais, ils n'en vendent pas beaucoup par Internet. Ils en vendent en événements. Puis là, il n'y en avait plus d'événements. Fait que ça a été un peu compliqué. Là, ça repart parce que là, ils ont sorti la version anglaise du livre d'Héloïse Marseille, donc Confession d'une femme normale. En anglais, c'est Naked, Confessions of a Normal Woman.
Puis elle a un gros following, fait que ça a eu quand même du succès. Là, ils ont un distributeur aussi, ce qu'il n'y avait pas avant, un distributeur international en anglais. Puis là, moi, je suis l'autre nouveauté qui arrive là. Puis ça fait que c'était pas sûr au début, mais quand j'ai commencé à parler que je cherchais en anglais, ils ont fait comme On tient quelque chose. On aimerait peut-être ça que tu restes ici. Puis ben moi, ça m'arrange un peu parce que c'est pas la première fois que j'ai un livre traduit. Puis j'ai des amis qui ont des livres traduits. Puis quand c'est des éditeurs américains, souvent, on les rencontre jamais. Tout se fait par email. Tout se fait par email. Il y a quand même une communication difficile des fois parce qu'on n'est pas pareil. Le système, le marché du livre ne fonctionne pas de la même façon. Surtout aux États-Unis versus Canada versus Québec. Puis c'est pas mal plus fun de connaître l'équipe avec qui tu travailles, de les connaître personnellement, là, puis de les voir, puis de leur parler de vive voix. Ça fait vraiment une grosse différence. C'est ça, la connexion réelle avec les personnes. Ça... Ben oui. Puis là, papa avait déjà un attachement aussi à ce livre-là, puis ça m'a fait bien plaisir de faire OK, on y va en anglais. Là, puis là, je pense que ça devrait bien aller. Là. On a déjà des beaux échos un peu partout. Là. Tu disais que tu étais bien amie avec Cab aussi, que c'est toi un peu qui l'a un peu amené dans ce monde de la bande dessinée-là. Puis j'ai vu aussi, clairement, je me dis, clairement, sont amis parce que déjà, bon, boomfolio.com. Ah, oui, Cabfolio. Cabfolio.com, tu sais, je trouvais que vous vous rejoignez sur le nom du domaine. J'étais comme, bon, d'après moi, clairement, ils se connaissent. Puis après ça, j'ai vu que vous avez déjà, je pense, travaillé ensemble aussi. On a fait une BD ensemble pour un collectif chez Glénat Québec en 2012. Il y a un bout de temps. 2012. C'est la seule affaire qu'on a faite ensemble en BD. Mais c'était une amie d'enfance. Une amie d'adolescence, oui. On dessinait, puis on jouait aux jeux vidéo. Puis, on a grandi ensemble à partir de ce moment-là. On dessinait toutes les deux. Puis on écrivait déjà des histoires toutes les deux, beaucoup plus dans le type roman, qu'on essayait de faire en BD après, mais c'est tough faire la BD. Puis ado, là, tu fais 5 pages, puis tu fais « Ah, je suis tannée, je passe à d'autres choses. Ouais. » Fait que la motivation est moins... le nombre de BD qu'on a commencé puis recommencé, puis finalement jamais fait. Elle en est venue à bout. Elle a fait U-Town. C'est ses personnages qu'elle faisait quand elle avait 15 ans, quand je l'ai connue. Oui, l'histoire a changé considérablement. Mais... oui, Cab et moi, ça fait longtemps qu'on travaille en simultané ensemble, puis on s'influence beaucoup. J'ai bien de la misère à répondre à la question quand les gens me disent « C'est quoi tes influences? » Je suis comme « je sais pas, je peux pas te dire « Ah, tel auteur, je travaille avec d'autres gens qui font de la BD, puis souvent, on est comme « Qu'est-ce que tu penses de ça? Qu'est-ce que tu penses de ça? » Fait que c'est quasiment une œuvre collective. Oui, c'est ça. Mais il y a des caméos de personnages de U-Town dans La Méduse. Puis il y a au moins... Il y a des caméos de mon travail dans U-Town, mais pas nécessairement de La Méduse. Il y en a-tu de La Méduse? On dirait que j'oublie, mais il y a au moins un poster que c'est une référence à une histoire que j'ai écrite quand j'avais 14 ans. Oui, justement, le caméo dont tu parles, dans La Méduse, dans la librairie, il y a un poster que j'ai écrit. De U-Town. Ah oui, mais non, je te parle de personnages. Ah, de personnages, OK. Il y a 2 personnages. J'avais remarqué le poster. Mais j'ai pas porté attention au personnage de U-Town. C'est normal, là. C'est pas... C'était des petits... Oui, c'est caché. Okay. Il y en a un au café, puis il y en a un sur la rue à un moment donné. Oui, il y a 2 personnages de U-Town. Tant qu'à faire une foule, il y a Cab aussi dans mon livre, elle est à la librairie. Ah, OK. Puis comme justement, le personnage principal travaille dans une librairie, j'ai juste mis de la BD partout, puis c'est des clins d'œil à juste des amis. Oui, c'est ça. Tant qu'à plugger du monde, on va plugger nos connaissances et nos amis, c'est bien normal. Si tu avais un conseil à donner à quelqu'un qui veut se lancer dans la bande dessinée, tu disais, d'aller partout où on peut, mais est-ce qu'il y a un seul conseil que tu aurais à donner? J'en ai 2, en fait. Je pense que les 2 sont assez... Je me fais poser cette question-là quand même relativement souvent. La première, c'est de commencer petit. OK. Quand on est jeune et plein d'énergie et d'initiative, puis qu'on a envie de se lancer dans la BD, je me compte là-dedans aussi, à mes débuts, on a envie de faire quelque chose de monumental, puis d'épique, de 10 tomes. Mais c'est parce que la BD, c'est tellement long, puis c'est tellement ingrat. Tu passes 3 ans à faire un livre, puis là, les gens disent « C'était super bon, je l'ai lu en 40 minutes. » Dis-moi le pas. Fait que je dirais commencer petit, commencer par un 5 pages, commencer par un 20 pages. Déjà, 20 pages, c'est assez. Quand même une pas pire histoire. Une petite histoire. Puis après ça, tu sais, de
construire là-dessus parce qu'on se fait un workflow. Ça nous prend une certaine logique dans la création. Puis c'est le fun de... Il n'y en a pas de bonne et de mauvaise. Là. Puis tout le monde travaille de façon différente. Il y en a qui ne font pas de scénario, qui passent direct au découpage. Wow, tant mieux pour eux autres. Moi, je suis absolument incapable. Ça me prend absolument un scénario. Peut-être que c'est parce que j'ai fait du cinéma avant, cinéma d'animation. Mais ouais, commencer petit. Puis le deuxième conseil que je dirais, c'est de finir les projets puis qui ne seront jamais parfaits. Finish, not perfect. Ouais, c'est des Parce fois que quand tu difficile. fais justement 20 pages, 50 pages, c'est sûr que ta page 50 est plus belle que ta page 1. C'est sûr, garanti. Parce que tu as travaillé comme un fou, tu as dessiné. Puis quand tu arrives à la fin, tu t'es amélioré. Puis c'est pour ça que je recommande d'habitude de faire, mettons, toutes les crayonnées, puis après ça, d'aller à l'ancrage, puis de refaire tout l'ancrage, plutôt que de faire, mettons, une page crayonnée ancrée, une page crayonnée ancrée. Parce que quand tu retournes à l'ancrage ou au propre, à numérique, ou whatever, tu peux modifier un peu, mais ça ne sera jamais à ton goût. Puis j'ai des amis qui se sont restés pris dans ce cercle infini. Okay. Toujours quelque chose à refaire. Toujours quelque chose à refaire, à recommencer. Ah, finalement, je vais refaire les 20 premières pages. Mais là, tu t'arrêtes, tu finis, tu refais tes 20 premières pages. Puis là, tu changes des affaires en chemin. Mais finalement, les 30 autres, ils ont besoin d'être modifiés aussi. Fait qu'on fait le projet, on arrive à la fin. C'est sûr que tu regardes certaines pages, tu fais « ça, c'est pas à mon goût mais tu as appris. Puis tu vas pouvoir appliquer ces apprentissages-là sur le prochain après. C'est à un moment donné, laisser... Oui, de laisser aller. Laisser aller l'art. L'art ne sera jamais parfait de toute façon. Non. Ça s'applique autant à la bande dessinée. À un moment donné, il faut juste lâcher prise et dire, ça va être ça le Ça projet. va être ça, ouais. Puis on close là-dessus. Parce que sinon, on va tout le temps... Tu vas passer 5 ans à toujours revenir sur ton scénario, puis il ne sera jamais publié. Parce que tu as toujours quelque chose à refaire. Fait il y a un certain laisser-aller. Puis c'est un peu aussi... comment je pourrais dire, ça fait peur. Tu te dis, est-ce que c'est correct? Ça sera jamais parfait. Jamais le projet de tes rêves. Il n'y a jamais quelque chose que tu vas finir, tu vas te dire, c'est la meilleure affaire du monde. Tu peux toujours faire... Ça aurait pu être meilleur, probablement, mais tu as fait de ton mieux. Oui, c'est ça. À ce puis tu vas faire mieux la prochaine fois. La logique, c'est qu'on s'améliore. On va dire que c'est final... c'est pas le projet de ta vie. C'est ça, exactement. Fait que, voilà, mes conseils. Des conseils, parfait. Je voulais rappeler que, la Méduse est offerte en anglais depuis le 8 mai. Si on veut s'informer, évidemment, sur toi et tout, boomfolio.com, qui est ton site web. Oui, ça, c'est mon portfolio comme professionnel. Okay. Je ne mets pas beaucoup de... Je devrais peut-être, comme les dates de mes prochains événements. Je suis sur les réseaux sociaux, peut-être les réseaux sociaux de vieux. Je suis sur Facebook. Je suis sur Instagram. Pour l'instant, c'est mon préféré. J'étais sur Feu Twitter, mais là, avec X, je suis là de moins en moins. J'aime pas mal moins ça. J'étais un petit peu sur Blue Sky. Sinon, j'ai un Patreon. Ça, c'est une page où on paye un petit montant par mois. Moi, je le prends comme un tip jar. Genre, tu me payes une pièce, puis tu as accès à tout. Une pièce par mois. Puis est-ce que tu t'ajoutes du contenu? C'est là que je mets le plus de contenu. Depuis 2019, les gens qui sont mes patrons, mes patrons, sur Patreon, ils ont tout vu. Tout vu. Ils ont vu le processus de la Méduse. Le processus de la Méduse. Je leur ai pas comme tout montré les pages, puis tout raconté l'histoire pour garder du punch. J'ai gardé du punch. Mais tu sais, surtout travailler pour quelqu'un qui est habitué au webcomic, puis tout le temps d'avoir la validation instantanée, de mettre quelque chose sur Internet, travailler dans le secret pendant 3 ans, j'ai trouvé ça rough. Fait que des fois, chacun, hey, cette page-là, hey, cette case-là est vraiment belle. J'enlevais le texte, puis je mettais ça sur Patreon. Puis le monde faisait, hey, c'est beau, j'ai hâte de voir. Parfait. Donc, tu seras également du Festival BD Montréal du 24 au 26 au kiosque de Pau. Oui, mais pas seulement. J'ai mon kiosque à moi. Pas loin de Pau, parce que le Festival de BD de Montréal, maintenant, c'est super grand. C'est la rue, la rue Saint-Denis. Je pense qu'ils ferment... La rue devient piétonne de Roy à Guilford, donc genre métro Sherbrooke à métro Laurier, ou quelque chose comme ça. Oui. Puis moi, je suis plus proche de... Je suis vraiment dans la première zone, donc métro Sherbrooke, dans ce coin-là. Je suis proche de Pau, donc ça veut dire que je suis là en tout temps. Si je ne suis pas chez Pau, je suis à ma table. Fait que si les gens veulent se procurer ou veulent venir te voir pour une dédicace, je serai là. Vous serez à vendre des livres ou à dédicacer les livres. Si on veut acheter Méduse, est-ce que tu l'as dans ton kiosque? Je vais en avoir à moi, puis Papa va en avoir. Oui, on s'arrange. OK, parfait.
C'est ce qui conclut l'entrevue d'aujourd'hui. Puis, dans le fond, ça, c'est le petit trophée, justement, qu'on t'offre aujourd'hui pour célébrer comme quoi tu es la gagnante de la 7e édition du prix BD des Cégepiens, excuse-moi. Si tu avais je te laisse le mot de la fin, en fait, si tu as quelque chose, Mon Dieu, une plug, quelque chose. Une plug, je sais pas, non, merci. C'est vraiment inespéré, je suis vraiment surprise. Je vais même prendre le petit trophée. Alors, là, après ça, je laisse des traces de doigts dessus. Ouais, c'est ça. Il est bien beau, merci, je suis très flattée, très honorée. Merci à toi, puis bonne continuité, puis on espère voir d'autres projets de toi à venir. Puis merci, donne-moi une couple d'années. Après moi, c'est pas le premier, c'est pas le dernier non plus, d'après moi. Merci beaucoup. À l'année prochaine!